La question, quel est l'impact de la géopolitique, de la situation géopolitique sur notre consommation? C'est une des nombreuses questions auxquelles s'intéresse l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques qu'on ne présente plus, puisqu'il est l'un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Le président de son conseil d'administration est là pour nous partager son point de vue sur la question. Oui, son patronyme vous dit quelque chose, puisqu'il est également président du comité stratégique du groupe du même nom. Il est également, je le précise parce que ça vous donne l'étendue du spectre, président d'une école de commerce, Neoma. A priori, ce n'est pas un problème tout ça quand on s'apprête à parler de consommation. Monsieur Michel-Édouard Leclerc est avec nous. Je vous invite à regagner la scène et à commencer les échanges. Vous allez évidemment être accompagné. Allez-y, c'est le moment. La scène est à vous. Ça va? Très bien. Bonjour, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour à tous. Donc, je suis Eric Scholl, je dirige la rédaction de l'Express. On est partenaire de cette séquence, et plus que cette séquence, de ce forum. Alors, Michel-Édouard Leclerc, vous avez été présenté, je le répète, vous êtes donc le président du comité stratégique des centres Leclerc. Comme il a été dit, vous présidez l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et l'école de commerce Neoma. Vous qualifiez souvent d'acteurs engagés dans la société. Vous avez même déclaré récemment que vous étiez disponible pour la nation, ce qui a alimenté d'ailleurs toutes les rumeurs sur une éventuelle candidature pour 2027. Mais ce n'est pas de cela dont on va parler aujourd'hui. En tant que représentant du leader de la distribution alimentaire française, vous suivez de près toutes les polycrises qui touchent le monde, et en particulier évidemment cette guerre en Ukraine dont on a célébré malheureusement le 3e anniversaire il y a peu de temps. Je pense par exemple aussi à l'ouragan déclenché par Donald Trump qui nous annonce finalement chaque jour une nouvelle mesure. Vous avez dit à propos de Donald Trump, il veut nous taper et mettre des droits de douane, ça va déstabiliser la société française. Je pense aussi à cette économie de guerre dans laquelle nous rentrons et ses conséquences pour l'appareil productif français. Alors, je suis vraiment très heureux de vous recevoir ici cet après-midi pour cette 2e édition du Paris Défense en Stratégie Forum, pour qu'on vous entende sur des sujets de fond. Sommes-nous suffisamment préparés pour affronter cette période de gros temps qui s'annonce? Comment anticiper, comment coordonner? Quelles leçons tirer de la dernière crise sanitaire qu'on a connue avec le Covid? On a très envie de vous entendre sur ces sujets. Je commence tout de suite. On a une demi-heure. On va essayer de tenir dans les demi-heures. On vous donnera la parole au public tout à l'heure. Je commence avec les droits de douane américains qui sont en plein dans l'actualité parce que cette fois-ci, on en a beaucoup parlé, mais cette fois-ci, ils sont appliqués depuis cette nuit à minuit. Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium sont devenus effectifs. C'est une nouvelle étape dans la guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux, notamment le Canada, la Chine, l'Union européenne, le Mexique, le Japon, encore l'Australie qui sont visés. Quel risque vous voyez pour la France avec cette hausse décidée par Donald Trump? Alors, d'abord, merci de m'inviter. C'est vrai que la distribution, c'est pas simplement des petits pois, ni même des carburants. C'est un formidable observatoire des comportements sociaux. Quand on parle de nation, elle s'exprime, cette nation, au stade de foot, à la Starac et devant son poste, mais aussi dans les magasins. Et j'ai accumulé une certaine vision des choses, puisque à l'âge de 73 ans, j'ai quand même vécu 2 crises pétrolières qui avaient fait pas mal de déstabilisation. Et puis j'ai fait partie d'un groupe que les pouvoirs publics ont souvent mobilisé. Nous sommes implantés en Pologne, nous sommes implantés dans l'ex-Yougoslavie. Et mon père, déjà, à l'époque de Douming, pour les plus âgés ici, on a participé d'opérations de compensation pour permettre à des industriels français, à l'époque Thomson, Renault, de s'implanter à la Foire internationale de Plovdiv en Bulgarie, c'est comme ça que je connais, ou d'avoir une politique industrielle quand la diplomatie elle-même n'avait pas encore déclenché le processus de dialogue qu'après on va retrouver sous la perestroïka, où nous avons été aussi très actifs, et notamment en étant parmi les entreprises, enfin c'est pas la perestroïka, mais quand la Pologne avec Lech Walesa s'est libérée, nous avons fait partie avec Canal+, des premières entreprises à investir en Pologne, à faire naître
des jeunes générations d'entrepreneurs et tout ça. Donc c'est à partir de cette vision-là. Je n'ai pas le melon, hein, je ne suis pas candidat au présidentiel. Il se trouve qu'il y a des gens qui sortent des sondages. Je me sens un peu aussi poussé, je ne sais pas encore. Comme je suis breton, donc assez indépendant, je me garde bien de dire non. Mais en même temps, je me sens beaucoup plus utile sur le terrain. Et c'est à ce titre, en tant qu'homme d'action, effectivement, bon, la distribution n'est pas touchée par les droits de douane directement. Donc Pas pour le moment. Non, mais franchement, on est cool, on négocie, on distribue. Ce sont nos fournisseurs, quand ils sont exportateurs ou quand ils dépendent d'intrants étrangers pour leur fabrication, qui sont le plus touchés. Moi, je ne surdramatise pas l'action de Trump. Je la comprends comme j'ai lu L'Art du Deal, j'ai compris qu'il tape et ceux qui font la bêtise de monter trop tôt sur le ring ont peu de chances de survivre parce que lui, c'est son truc. Mais si on l'amène danser un peu plus loin, je ne suis pas sûr qu'à 78 ans, il courra aussi vite que d'autres chefs d'entreprise ou hommes politiques français. Donc aujourd'hui, je refuse dans ma tête de surdramatiser cet épisode. D'abord parce que l'Amérique, faut pas l'oublier, enfin les États-Unis, qui ne sont pas l'Amérique, les États-Unis ne pratiquent pas des droits de douane très élevés d'une manière générale. Donc on est aussi dans un processus de réajustement, de prise de conscience et de réalisme américain. Après, pour les entreprises que ça va taper, c'est sûr qu'il va falloir les aider. Si on prend la liste des exports françaises, donc on a ce secteur-là qui est très touché. Après, on verra si notre ami Bernard Arnault arrive à faire en sorte que les boissons, parmi lesquelles le champagne et le cognac, on verra s'il arrive à les exonérer. Je pense qu'il faut... c'est une négo. Il fait ça, il recule, il fera des pas de côté. C'est pas forcément sur le terrain douanier qu'il faut lui répondre. Moi, je pense que c'est un test. Dans sa logique, il est logique. C'est pas forcément sur le terrain. Il l'avait annoncé. Oui. Mais enfin, vous voyez ce qui est en train de se passer dans l'Europe du Nord aujourd'hui, où des mouvements de consommateurs commencent à faire pression sur... Je suis associé Leclerc est associé à plusieurs autres distributeurs européens. Le groupe Ahold Delhaize, qui est aussi présent aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas et au Nord, nous dit que des ONG, des mouvements de consommateurs commencent aussi à s'en prendre. Alors c'était plus au départ pour l'affaire du Groenland, mais commencent à s'en prendre aux marques américaines et pas forcément aux importations américaines. Donc au jeu du rapport de force, nous avons des armes, tout en ayant dit qu'il ne fallait pas trop militariser le truc. C'est une négo. Dans une négo, il y a des gens qui jouent les durs. Il y en a d'autres qui sont plus flexibles. Je ne dramatise pas. Alors, évidemment, ce secteur-là est touché, donc c'est là où l'aide publique va jouer, peut-être l'aide à l'export en compensation. Vous avez vu qu'au niveau européen, on est vite retourné chez les Indiens, en Inde. Peut-être que la route de la soie, plutôt que de s'arrêter en Serbie, va remonter jusqu'au Havre ou le port de Londres. On va voir. Mais c'est une négo, et la négo, ça se conduit on n'est pas obligé de la conduire dans l'instant, on peut la conduire dans le temps. Et on n'est pas sans biscuit. Vous parliez de Ring tout à l'heure. Juste une petite parenthèse. Dans ce journal L'Express, vous allez voir un papier sur Donald Trump et sa fascination précisément pour le catch. Depuis plus de 20 ans. Et c'est assez incroyable parce qu'en réalité, il y a derrière une explication aussi politique entre la fiction et la réalité qu'on retrouve dans le catch. Au fond, c'est ce que vous parliez de l'art du deal, on va le retrouver là-dedans. Mais j'en reviens à cette guerre commerciale. Même si vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il faut négocier. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit vous dites qu'il faut essayer de négocier, il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas dramatiser. Et mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet domino derrière? Si. Mais on n'est pas obligé de monter sur le ring. C'est-à-dire aux Jeux Olympiques, il y a des disciplines où on est meilleur que les Américains. Il faut peut-être lui prendre la main et l'amener ailleurs. Il va peut-être trouver son intérêt ailleurs. C'est pas un deal qui va se faire produit par produit et entreprise par entreprise. Et donc... qu'est-ce qui l'intéresse de l'Europe? Qu'est-ce qui intéresse les gens qui l'entourent?
Moi, Trump, c'est pas celui qui me fait peur. C'est le monsieur d'à côté qui est plus froid et glacial et qui vient nous donner des leçons de morale. Et puis c'est je sais pas ce que c'est que la kétiapine, mais le gars, vous voyez qui je veux Monsieur dire. Maluret, qui, Bon, je veux en dire, expression. déjà les ventes de Tesla sont à la baisse. Ça aura plus d'effet que des droits de douane. Vous voyez, donc faut regarder. C'est Mais alors, par une exemple, négociation. hier- Les centres Leclerc sont considérés comme d'habiles négociateurs, quelquefois brutaux, mais en tout cas habiles négociateurs avec leurs fournisseurs. Et 60% de nos fournisseurs sont des fournisseurs multinationaux. On ne gagne rien dans l'instant juridique de la négociation. On gagne dans le temps, sur des gammes très larges, et il y a de la compensation, il y a aussi dans un deal de l'intérêt partagé. Là, dans la société du spectacle, on ne prend que qui est la nôtre aujourd'hui, hein, on est en plein chez les situationnistes, c'est ma génération. Hein, Guy mais Debord. pas vous, vous avez lu ça? Oui. Bah, si, Ouais. Et ben, donc, la société du spectacle se nourrit de l'adversité momentanée de deux oppositions. Mais le soir, quelquefois, le spectacle est fini et on passe au sujet suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ne commentons pas l'actualité. Je ne réfléchis pas à l'actualité entreprise par entreprise, produit par produit. Nous avons bien d'autres produits sur lesquels nous pouvons peser pour mener cette négociation. Alors, Par exemple, les oui. services. Les États-Unis comment dire, exportent peu de produits sur l'Europe. Comme l'a dit Emmanuel Combe, l'ancien vice-président de l'autorité de la concurrence, c'est quand même pas de la faute des droits de douane si les bagnoles américaines se vendent moins bien avant Tesla sur le marché français. Mais c'est un choix de consommateur, c'est pas un choix douanier. Donc sur les services, par contre, le jour où on éteindra nos iPhones, où on utilisera moins nos iPhones, ça fera plus de mal que des droits de douane sur l'acier. Mais un dernier petit mot quand même sur ce sujet des droits de douane. L'effet domino, il est réel. C'est-à-dire que les Chinois, Voilà. si à un moment avec leurs produits, ne vont pas arriver sur le marché américain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, c'est déjà le cas. Les Chinois nous vendent leurs voitures à défaut de les vendre aux États-Unis, d'accord? Et donc, c'est le côté. Ce que fait Trump, en fait, il est en train de stresser le marché, de le déstabiliser. Et à mon sens, tout ce que vous avez écrit, j'ai pas vu le dernier, hein, puisque vous venez de me le donner, il est sorti, mais tout ce qu'écrivent Nicolas Bauzou, Jacques Attali et tous vos chroniqueurs, vos rédacteurs, pardon, c'est que je pense que il est en train de scier aussi la branche sur laquelle il s'est mis, parce que effectivement, l'Amérique va aussi perdre des marchés à l'international. Alors, on fait un petit retour en arrière parce que on est en train d'essayer d'anticiper, de regarder ce qu'il y a devant. Et pour ça, regardons ce qui s'est passé ces dernières années. On a eu une crise sanitaire, une crise énergétique. Commençons par la crise sanitaire, celle du Covid. Quelles leçons avez-vous, vous, Michel Leclerc, tirées de cette crise du Covid? Alors, je pars du mot, il faut dédramatiser, mais il faut réaliser ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de déni. Dans la crise du Covid, c'est évident qu'il y a eu un déni. Il y a d'abord eu une absence de prise de conscience incroyable. Peu de gens, même, on parle des pouvoirs publics, mais à la tête des hôpitaux, dans les milieux sanitaires, personne n'a pris la mesure tout de suite du Covid, quand bien même les Italiens, dans la région de Milan, avaient déjà des clusters importants. Nous n'étions pas mobilisés. Donc, moi, c'était tout au début, c'était en février 2020. J'ai un rétex vachement impactant. Enfin, j'ai été très déstabilisé par la gestion du Covid, parce qu'en tant qu'homme d'action, hommes et femmes d'action, on n'a absolument pas été épaulé, dirigé, et donc il a fallu qu'on le fasse tout seul. Je vous rappelle que aujourd'hui, je peux vous dire, Leclerc a vendu à lui tout seul 1,5 milliard de masques depuis le début de la crise du Covid. Nous n'avions pas le droit d'acheter et de vendre des masques. Hein. Nous avons vendu des millions d'autotests. On nous a retiré le droit de vendre des autotests, puisque là, c'est des querelles corporatistes, ça doit revenir en pharmacie, etc. Donc à une époque où il n'y avait plus de masques en France, en tout cas plus d'élastique pour tenir les masques, pour être un peu anecdotique,
à un moment où il n'y avait pas de stock de masques, personne s'en était occupé. Alors que tout le monde avait lu les polars qui, depuis 10 ans, Contagion, et tout ça, tout le monde lit des polars, mais n'en tire pas des conclusions, enfin des thrillers. Personne n'en avait tiré des conclusions. Nous nous sommes retrouvés à résoudre 2 sujets. Une crise d'approvisionnement des Français, parce qu'il y avait des cloisters partout. Chez Dominique Schulcher, le patron de Système U, il y avait 30% de malades, etc. Et donc, nous nous sommes désignés un coordinateur. C'est-à-dire que les 5 ou 6 grandes enseignes de distribution ont monté avec Bruno Le Maire, et je lui rends cet hommage, quelles que soient les critiques par ailleurs, c'est lui, alors que ce n'était pas son secteur, la santé, c'est lui qui a coordonné le fait que... C'est pas Olivier Véran qui a fait ça. C'est pas Olivier Véran. C'est lui qui est sorti du clientélisme du monde politique qui était autour de nous, qui a créé à 14h tous les jours des groupes de restitution d'informations dans lesquels il y avait Christian Lambert de la FNSEA, mais c'est des grands chefs d'entreprise, c'était Faber pour Danone, il y avait le patron de Lactalis, Emmanuel Beignet, autrement c'était les patrons d'enseigne, pas d'ego surdimensionné, 2 personnes, état des besoins, réalisation, retour à 18h pour voir qui prenait en main telle chose. Et donc, dans un premier temps, je vous rappelle que la distribution française, considérée comme non essentielle par beaucoup de stratèges, a écoulé toute l'agriculture française alors qu'il n'y avait pas d'export, il n'y avait pas de restauration. Donc, vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné. Et sur le plan sanitaire, un vendredi, l'anecdote vaut la métaphore, alors que nous expliquions à Bruno Le Maire qu'il nous fallait des masques, que la CGT des magasins réclamait des masques, que la CGT de l'hôpital réclamait nos masques professionnels, il a eu cette phrase extraordinaire: nous, politiques, nous aurons les procès, il vous appartient à vous, avant même que l'État ne décide de votre responsabilité, que vous preniez les vôtres à l'égard de vos salariés et à l'égard des consommateurs. Un vendredi à 18h, je suis rentré ici, à côté de l'école militaire, chez moi, quand je suis à Paris. Thierry Cotillard d'Intermarché, c'était déjà lui le patron d'Intermarché, Dominique Schulcher, on s'est appelé et on a lancé. Et 4 jours après, grâce à Bolloré Technologies, on a déshabillé des avions de tourisme qataris qui ont ramené chacun à peu près 12 à 15 millions de premiers masques. On se les a fait piquer à l'aéroport. On a lancé des ponts aériens. Par le jeu des discussions entre professionnels, L'Oréal nous a donné, c'était Jean-Paul Agon de L'Oréal, nous a donné des adresses en Chine pour faire fabriquer. Le patron de Lacoste nous a aidé à trouver des masques comme il fallait. Bernard Arnault a rouvert une usine à côté d'Orléans pour nous faire des gels. Tout le monde a oublié ça. Et donc une chaîne très efficace, pragmatique, sans aucune autorisation, s'est mise en place, alors que personne n'a pensé sa contribution. Voilà. Alors c'est tout chaud et ça peut encore marcher. C'est ça. Justement, Michel Évrard-Leclerc, ouais. On le voit, beaucoup de flexibilité à ce moment-là, énormément, et puis finalement une coordination qui se met en place. J'ai envie de poser la question, si on est face à une nouvelle crise, et ça fait partie des scénarios possibles, une crise géopolitique, comment envisager aujourd'hui un nouveau type de coordination? Est-ce que de cet exemple, de ce qu'on a appris de cette crise sanitaire, on peut aujourd'hui recréer une coordination? Oui. D'abord, les hommes, il y a les hommes et les femmes dans le privé, dans le public pour le faire. La question, c'est qui pilote aujourd'hui ces échanges qui devraient construire des scénarios. Les livres de géopolitique se vendent vachement bien dans les espaces culturels, chez Culture. Mais où sont les lieux, qui sont les personnes, de manière très pragmatique, qui pourraient réfléchir à des scénarios de crise et les pondérer d'ailleurs. Pondérer des répliques, pondérer des gestions et des répliques. Donc aujourd'hui, par le jeu des relations personnelles, Monsieur Lecornu, il répond au téléphone, son DIRCAB. Bercy, il n'y a plus le maire, mais son successeur, je pense, est du même acabit. Mais il n'y a pas de lieu.
Et c'est compliqué, même... Mais c'est au pouvoir public, c'est à l'État. Quel est le rôle du privé? Comment on trouve cet organe de coordination moi, je sans crois... non plus, vous êtes du privé, sans non plus tomber dans... finalement, c'est une entente entre concurrents. Ouais, ça va vite, hein, on discute comme ça à la louche, mais moi, je crois au primat, à la nécessité du primat du politique. D'accord? On ne va pas faire l'économie, on ne va pas faire la République des entreprises. Donc, puis, hein, le test américain ne m'emballe pas. Hein. N'emballe pas mes collaborateurs. Licenciés à la hache, c'est pas notre truc. C'est d'ailleurs le sens de la polémique que j'ai eue, c'est que tous ces chefs d'entreprise qui, tout d'un coup, à peine Trump élu, et peut-être parce qu'ils y étaient et dans l'enthousiasme, se sont mis à ériger le modèle libéral que je trouve illibéral, sans que d'autres viennent dire non, il faut faire nation, il faut faire société. C'est le moment ou jamais, on va se faire cogner, donc il faut un entrepreneur. Il existe, enfin, j'aime ma boîte, dit Sophie de Menton, c'est son slogan. Ben oui, mais pour aimer la boîte, il faut que la société ait envie et que les collaborateurs aient envie d'aimer, sinon c'est un slogan au creux, quoi. Donc la première chose, je pense qu'il appartient aux entrepreneurs, il appartient aux décideurs économiques, aux collectivités territoriales déjà, de dire qu'ils sont prêts, utiles et disponibles. Bon, ça c'est une première chose. Mais je crois au primat du politique, c'est quand même le politique qui est élu, c'est lui qui a la légitimité, et donc c'est lui qui doit organiser les lieux et la responsabilité. Voilà. Donc dans la crise du Covid, c'était désastreux, c'était des politiques de clientèle, enfin nous opposer aux pharmaciens alors qu'il y avait besoin des milliards de masques, c'était débile, les pharmaciens n'en avaient pas. Nous avons même eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour devoir nous justifier du fait qu'on est allé chercher des masques et qu'on ne les avait pas avant et vendus avec spéculation. C'est quand même dingue. Et tout parti confondu. Hein. C'était le président de la région PACA, que j'ai connu du temps de Madeleine, il associait sa voix et ses récriminations à LFI. Hein. Donc c'était du délire. Ne recommençons pas ça. Donc lieu, responsabilité. Je pense que je suis étonné aujourd'hui que la voix des entrepreneurs, pour dire qu'ils font justement... nation, quoi, on ne les entend pas beaucoup. On voit les patrons de la distribution venir à la télévision. Nous, on est venus parce qu'on avait peur de se faire taper sur l'inflation. Hein. Ce n'était pas nous l'origine de l'inflation. Donc, en allant expliquer les mécanismes de l'inflation, et j'y ai beaucoup mouillé ma chemise pour ça, on a évité l'effet pavé dans les magasins. Nous, on a vécu sur nos ronds-points les gilets jaunes. Hein. C'était pour le prix des carburants. Un produit peut déclencher, l'inflation sur un produit peut être la métaphore d'une relation élite-usager et déclencher un processus de destruction de notre démocratie. C'est très intéressant ce que vous dites. Ouais. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Une des motivations des électeurs de Donald Trump, oui, c'est parce qu'il y avait un ressenti de trop d'inflation. Oui. Donc on voit à quel point en fait, l'inflation est parfois mal expliquée aux citoyens. Mais vous savez, il faut que vous en parliez, mais en Croatie aujourd'hui, en Roumanie, il y a des taux d'inflation très élevés avec des appels au boycott de chaînes de distribution. On parle des mouvements dans le nord de l'Europe qui demandent à désaméricaniser les marques des rayons, mais dans le sud de l'Europe, là en ce moment, il y a des mouvements de consommateurs extrêmement violents. Et vous savez bien que le flanc serbe, enfin je parle comme un militaire, que le sud de l'Europe peut être très vite déstabilisé. Donc en gros, ne pas tenir tout le temps le discours de la guerre, mobiliser en opportunité, c'est une formidable opportunité de redire notre engagement européen. Enfin, les anciens Mitterrand-gaullistes peuvent ressusciter. On a aujourd'hui la nécessité de construire quelque chose. Donc c'est le politique, il faut des lieux. La négo permanente dans laquelle on nous oppose toujours aux industriels n'est pas l'horizon de notre relation. Donc il faut créer ces instances. C'est pas un peu ce qui a existé quand, après la crise sanitaire, on a eu la crise du carburant. Au fond, à un moment, qui a été considéré comme stratégique. Là, vous êtes coordonnés un petit peu, non ? Oui, on s'est coordonnés. Mais on s'est coordonnés. Alors, on est dans une instance, d'ailleurs, qui ne s'est pas coordonnée à nous. Mais comme vous le savez, nous manquons de gasoil en France. Je pense que même l'armée française roulait au gasoil russe pendant longtemps. On n'est pas obligé de le répéter. Mais on a mis 2 ans et demi à sortir du gasoil russe.
Et même le gasoil d'aujourd'hui, il peut être encore... c'est pas parce que ça a changé d'intermédiaire et de fournisseur qu'il n'en est pas, mais il y a eu des instances de coordination pour faire ça. Ouais. C'est-à-dire que il fallait ne pas passer... Alors, on a fait une bêtise, hein. Par exemple, pour vous montrer, on part du gasoil russe, mais aujourd'hui, nous avons jusqu'à fin 2026 nos distributeurs pour équiper en panneaux solaires. Là, c'est autonomie stratégique, énergie, etc. Avec des ombrières sur nos magasins, c'est des panneaux chinois, hein, d'accord. Il n'y a personne qui attend qu'on crée une filière française, alors qu'il y a des volontés d'en créer. Donc vous voyez, ça manque de lieux, ça manque de coordination. Et je pense que même entre ministères, ils se contredisent, quoi. Donc je ne sais pas répondre à votre question, qui doit le faire, mais la distribution s'offre à participer à une coordination de gestion de crise. Et demain, si la crise est encore plus violente, à être acteur du maintien de la cohésion sociale et probablement de la fourniture d'une économie qui sera embringuée dans quelque chose de plus dur. Il nous reste très très peu de temps. Dernière question. Je voudrais quand même parler de souveraineté. Vous avez eu cette polémique avec Bernard Arnault. Je ne reviens pas sur cette polémique, mais plutôt sur le fond. Oui. C'était délocalisation, relocalisation. Est-ce que, au fond, c'est le moment de dire on peut relocaliser? Ça se décrète? Ça se fait? Comment? C'est justement cette coordination de dire maintenant il nous faut produire en France, arrêter ses dépendances vis-à-vis de l'étranger. Comment fait-on? Une politique de relocalisation, ça va mettre 15 ans. Donc c'est encore plus long qu'une politique de réarmement en armes françaises, hein, donc en armes européennes. Donc c'est long. Moi, les mots souveraineté, les mots relocalisation, je crois, si on veut de l'autonomie, moi je suis un vieux lecteur, mon professeur d'économie c'était Raymond Barre, c'était élève de François Pérou, c'était l'indépendance dans l'interdépendance. Je préfère, dans un premier temps, qu'on participe de la diversification de nos approvisionnements, pas mettre tous les œufs dans le même panier, déjà, c'est important. Une préférence nationale à chaque fois que c'est possible. Mais le concept d'autonomie ne passe pas forcément par un concept d'exclusivité. C'est d'ailleurs l'erreur que fait Trump dans ses expressions, mais c'est l'erreur aussi qu'en France, beaucoup dans le monde politique et peut-être même dans le monde économique font. La souveraineté, c'est pas d'être propriétaire de tout. La souveraineté, c'est la maîtrise, c'est la légitimité. Et donc, pour autant qu'on garde le pouvoir de réquisition, on n'est pas obligé de tout nationaliser. Je vous rappelle que, par exemple, dans le carburant et le pétrole, Leclerc est aujourd'hui le deuxième acheteur de carburant en France, parce que nous approvisionnons aussi... alors, Leclerc, c'est un gros réseau de carburant, c'est lié à l'activité des hyper, hein, c'est un service supplémentaire, mais on approvisionne aussi Système U, on approvisionne aussi la RATP, les bus de la SNCF, et un petit peu des maisons qui, ici, sont représentées. Donc, ça dépend des activités portuaires, mais dans cette activité-là, nous avons une obligation stratégique qui est de ne pas distribuer un seul litre de carburant sans avoir 3 mois de stock. Et donc, je pense qu'il faut revisiter. Enfin, la priorité serait de redéfinir, y compris sur l'alimentation, parce que c'est stratégique, pas simplement du point de vue alimentaire, mais même de la cohésion sociale. Des ruptures dans un magasin, vous savez ce que ça donne. Ça peut être des mouvements de foule, ça peut être preuve de beaucoup d'incivilité, et ça peut être preuve aussi de revers politique, d'une manière générale. On le fait vite. Donc c'est pareil, je pense qu'il faudrait, outre des lieux de gestion de crise, nous avons ça à titre dans nos enseignes, hein, un lieu de gestion de crise, un coordinateur des questions à poser, des lieux d'échange, une pondération des scénarios, et la définition aussi des priorités stratégiques à l'intérieur de ces scénarios, des secteurs stratégiques. Moi, j'ai découvert que la distribution était stratégique avec une mauvaise injonction. C'est quand, on va encore parler de Bernard Arnault, mais c'est quand Bruno Le Maire, un jour après en avoir été informé, s'est opposé par Bernard Arnault à la cession de ses actions de Carrefour au groupe que je ne connaissais pas, canadien Couche-Tard. Voilà. Et là, tout d'un coup, on a dit la distribution, c'est stratégique.
moi, ce n'est pas pour cette raison-là que je considère que c'est stratégique. C'est la raison pour laquelle les Japonais ne veulent pas se séparer de Seven, je ne sais plus, 7, enfin, Et Up. on va Ouais. laisser, parce que là, Et donc, si vous voulez, oui, je pense que la distribution, mais surtout, parce que personne n'en a parlé, le secteur des transports à l'interne, c'est aussi stratégique et c'est aussi attaquable que l'Internet et ça peut paralyser un pays. Hein, d'accord ? Vous savez bien qu'une guerre, ça commence par paralyser l'activité civile et à faire naître les incivilités. et on sait que ça peut aller très vite. On passe tout de suite à une question, deux questions dans le public. Écoutez, je crois que les propos ont été extrêmement vifs et enjoués, Voilà, et on vos a questions arrivé ont porté 17 heures. toutes celles du public. Du coup, je propose... Non, on s'est engagé à tenir les délais parce que Ouais. vous allez pouvoir trouver des moments pour continuer les échanges ou la réflexion. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de remercier très chaleureusement Merci, Michel-Édouard Michel-Édouard Leclerc, Leclerc. et vous aussi, monsieur. Parce que donc un petit moment de pause s'offre à nous toutes et à nous tous. Dans une demi-heure, une prise de parole rare depuis les États-Unis. Le professeur Joseph Nye, depuis Harvard, prend la parole et sera retransmis en simultané dans tous les amphithéâtres. Donc vous pouvez faire le choix de rester avec nous. Vous serez très bien dans l'amphi des Vallières, tout aussi bien que dans tous les autres espaces.